Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission en direct du cœur ce matin. En ce mercredi de décembre, où nous avançons dans l'énergie de Noël, l'énergie christique, la belle énergie qui s'installe doucement comme un manteau, une poussière d'étoiles qui descend sur nous, et on peut bénéficier de cette énergie, bien sûr, pour respirer davantage, se préparer à cette fête de Noël qui réjouit les cœurs, les yeux aussi, l'âme, et apporte beaucoup de bonheur. Et parfois, il y a des gens qui sont seuls, qui sont tristes. Ben, ce matin, si vous en connaissez, tiens, je vous suggère aujourd'hui peut-être de regarder aux alentours. Il y a peut-être des gens seuls, et dans la journée, une fois, un geste pour une personne, une petite poignée de main, un sourire, peu importe, dessiner un cœur, puis le laisser traîner en quelque part, et apporter une goutte de bonheur dans votre univers aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai le goût de vous apporter une goutte de bonheur et plus aujourd'hui. Mon invité, Éric Grange. Pour moi, Éric, c'est un globe-trotteur, je dirais presque de l'âme, parcourt la planète, mais c'est un bonhomme qui organise des circuits je dirais, de transformation personnelle. Il est, entre guillemets, au service du divin dans la matière, mais dans le bonheur. Bonjour, Éric. Bonjour Dolores, et bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs. Je voulais déjà saluer Radio Versatile pour ce projet fabuleux de relier les cœurs et les âmes à travers ce média qui est la radio. Bravo à Mario Marchand qui est dans les coulisses et qui fait tous les petits réglages. C'est un fabuleux projet. Et je suis très honoré que vous m'associez pour cette émission à ce projet. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis Dolores, c'est un plaisir d'être avec toi. Ça fait déjà maintenant quelques mois que nous faisons connaissance autour d'un projet commun. Et je trouve que tu es une personne admirable par sa justesse, son alignement. Et nos contacts sont toujours délicats et profondément empreints de respect. C'est les qualités que j'apprécie en toi. Voilà, je pouvais le dire publiquement. Eh bien, je te remercie énormément. Mon Dieu, c'est une belle reconnaissance. Et ça me touche beaucoup. Éric aussi, même chose. Avant d'entrer en ondes, justement, je partageais avec Éric qu'on rencontre des personnes dans la vie, comme toi, Mario aussi, où il n'y a jamais de hasard. C'est pas non plus dans une seule direction. On s'apporte mutuellement une petite lumière à l'intérieur du cœur qui nous aide à voir plus clair sur notre chemin, sur notre propre itinéraire de vie, et parfois aider d'autres personnes à dessiner leur itinéraire, à sentir leur itinéraire, à parcourir leur itinéraire afin de transformer en mieux-être leur quotidien. Et Éric, tu es fondateur de Oasis Voyage, un beau projet, une belle entreprise qui est en France depuis 2007, je crois. Ah oui, c'est ça. Voilà, j'ai créé une agence qui s'appelle Oasis Voyage Expérience en Conscience, qui est une agence dédiée au voyage initiatique. Et pour la petite histoire, l'administration française a immatriculé officiellement cette structure le 14 février 2007, ce qui correspond à la date de la Saint-Valentin. Et ça me fait toujours plaisir, cette synchronicité, voilà. Et tu parlais de rencontres et de relations. C'est vrai que quelque part, nous sommes le résultat de nos rencontres. Hein. Et le hasard faisait que ce matin, je suis tombé sur une ligne de Christiane Singer, et j'aimerais la lire parce qu'elle complète parfaitement ce que tu as dit, Dolores.
Christian Sanger, dans Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, a écrit ces 2-3 lignes. Ces êtres de dialogue, de partage et de mouvance que nous sommes vivent de la magie des rencontres, meurent de leur absence. Chaque rencontre nous réinvente illico, que ce soit celle d'un paysage, d'un objet d'art, d'un arbre, d'un chat ou d'un enfant, d'un ami ou d'un inconnu. Un être neuf surgit alors de moi et laisse derrière celui qu'un instant plus tôt je croyais être. C'est Christian Sanger qui a écrit ça en 2000. La phrase m'est retombée ce matin et je me suis dit, waouh, quelle pertinence et quelle vérité. Et c'est vrai que pour revenir à ton introduction par rapport à ma volonté de créer Oasis Voyage, finalement, en prenant du recul, ce n'est que le résultat de mes rencontres, de voyages antérieurs et extérieurs qui ont fait qu'à un moment donné, une étincelle est arrivée en moi et que partant de cette étincelle, j'ai un peu retroussé les manches pour fonder une agence de voyage. C'est quand même du travail, quoi. Et ça fait maintenant 8 ans, bientôt 9 ans, et je dirais que dans ma vie, il y a eu en avant et en après, c'est-à-dire que ma vie est vraiment devenue merveilleuse dans ma dimension professionnelle grâce à mon projet professionnel qui m'a permis vraiment de donner une ampleur à mon existence que je n'aurais jamais pu soupçonner. Je suis absolument passionné par ce que je fais. Je ne changerai pas pour quoi que ce soit, tellement je me sens dans mon axe et nourri et nourrissant aussi. Oui, absolument. Et comme tu disais si bien, la vie t'a permis des rencontres qui t'ont aidé à te reconstruire à l'intérieur parce que bon, on arrive avec ce qu'on arrive ici sur cette belle planète et on se transforme. En tout cas, je le souhaite pour tout le monde de façon constructive et positive. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, je construis mon demain. Alors, imaginons que tous les trois, là, Mario à la technique, toi, Eric et moi ici, dans nos continents respectifs, nous sommes à construire notre demain à partir de ce que nous sommes et on verra bien dans quelques années qu'est-ce que ça nous apporte. Oui. Oui, j'ai une profonde foi en l'humain, c'est-à-dire il y a un processus en chacun de nous. Parfois, ce processus est conscient, il est de plus en plus, je pense, dans l'humanité. Parfois, il est inconscient. Mais en tout cas, il est là. Et je crois qu'un petit peu comme une rivière qui coule, on ne peut pas interrompre ce processus, comme en même temps, on ne peut pas l'accélérer. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que nous sommes des mamans et des papas de nous-mêmes et que nous sommes invités à partir à la rencontre de nous-mêmes. Il y a une phrase comme ça dans la Bible qui dit faire émerger l'homme des ténèbres, c'est-à-dire vraiment sans cesse continuer à mettre de la conscience sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Je crois que c'est notre invitation existentielle pour chacun d'entre nous. Et je suis quelqu'un de confiant, pourtant ici en France on a pris quelques secousses récemment, mais au fond de moi j'ai un espoir profond en l'humain, en l'intelligence humaine, en l'amour humain, qui est tellement au-delà je dirais, des limites que l'on peut imaginer, que cela me rend confiance. Ça ne veut pas forcément dire que je suis optimiste ou à l'inverse pessimiste, mais simplement profondément dans une vision confiante et consciente de l'humanité. Il est vrai aussi que le fait d'avoir énormément voyagé, je ne sais pas combien de voyages j'ai fait, peut-être 250, 300, donc je suis vraiment globe-trotteur et j'adore ça. Et cela me permet aussi d'avoir une vision
peut-être plus large que si j'étais resté chez moi, être informé par les médias, parce que je suis allé dans des pays où aujourd'hui nous n'allons pas, et je pense les pays du Proche-Orient, tout ça, et j'ai rencontré je suis allé en Syrie, je suis allé au Yémen, et j'aime raconter à quel point, quand j'allais emmener des groupes il y a 10-15 ans dans ces pays, je rencontrais des gens sur place qui étaient vraiment dans le cœur, quoi. Et c'est ce souvenir qui me reste aujourd'hui. Et c'est en cela que le voyage, pour moi, est vraiment ouvrant, hein. C'est le mot qui me vient le premier quand je qualifie le voyage. C'est vraiment le mot d'ouverture à l'autre, bien sûr, d'ouverture à soi et à ce qu'il y a de plus grand. Et c'est cette sensation de s'ouvrir, un petit peu comme si le fait d'aller dans des espaces qui ne soient pas familiers, du fait que voilà, c'est un autre climat, c'est une autre langue, c'est une autre alimentation, c'est un autre confort ou en confort, et bien du coup, ça faisait autant de projecteurs pour mieux me comprendre moi-même, mieux me discerner, mieux voir où j'en suis. J'ai un peu fait la digression sur le voyage, mais ça c'est plus fort que moi. Oui, ben c'est ça. Mais d'ailleurs, Éric, le thème aujourd'hui de l'émission, c'est voyager pour mieux s'aimer et aimer, et c'est tout à fait en relation avec ce que tu viens d'exprimer. Et ce que je vois de toi, c'est l'artiste qui est à l'art d'utiliser la beauté de la terre pour aider l'être humain à s'explorer, à se reconnecter, à utiliser l'énergie des lieux, la beauté des lieux, la nature elle-même, pour une introspection plongée en soi. Et bien sûr, bon, il y a un accompagnement qui est là. Alors, comme le chef d'orchestre, il y a des pièces, il y a besoin, sans les musiciens, il n'y a pas d'orchestre. Alors, les musiciens étant pour toi tes intervenants, dont je fais maintenant partie avec grande joie et beaucoup de reconnaissance. C'est ça qui garantit un voyage de qualité, selon moi, parce que c'est les voyages. Bon, d'abord, la question que je te pose pour les gens peut-être moins familiers avec notre langage, ben, qu'est-ce qu'un voyage initiatique, qu'est-ce qu'un voyage spirituel? Parce que pour nous, au Québec, des fois, le mot initiatique, bon, c'est sûr que pour les gens qui sont en démarche personnelle et tout ça, c'est un mot en croissance personnelle qu'on retrouve, mais pour certaines personnes, ça crée la frousse un peu, un voyage initiatique. C'est comme ça sous-entend un petit peu gouroutisme, ou je sais pas, le changement, la peur du changement que l'humain a, n'est-ce pas? Les résistances s'élèvent aussitôt que le changement. Tu disais tantôt, nous partons dans un endroit, dans des voyages, on sort de nos points de référence habituels et on est dans l'inconnu, dans un espace dans lequel on se retrouve dans le lâcher-prise. Et même si les gens dans la tête veulent bien lâcher prise, ce qui n'est pas toujours aussi évident dans le moment du lâcher prise, dans les voyages, il n'y a plus de structure mentale qui tiennent vraiment, il y a la bataille de l'ego et tout ça qui s'installe. Alors, qu'est-ce qu'un voyage initiatique et quels sont les objectifs de ces voyages? Nous, je dirais, j'ai une devise qui est voyager en conscience, c'est grandir en amour. C'est-à-dire que l'intention que je mets dans la création de mes voyages, c'est que les personnes puissent grandir en amour. Et en fait, je suis un petit peu comme, je dirais, Merlin l'enchanteur devant sa marmite et sa soupe magique qui prépare en égrégore, c'est-à-dire en espace de transformation possible. Alors, bien sûr, quand on dit initiatique, on ne va pas aller dans la jungle amazonienne, braver, je ne sais pas, les migales, voilà, ou monter en haute altitude dans l'Everest, etc. Mais simplement, mes voyages sont constitués d'expériences qui se font soit à partir de lieux sacrés, soit à partir de personnes, de personnalités, soit par rapport à des dates auspicieuses. C'est-à-dire qu'il y a toujours au moins l'un des trois ingrédients, le lieu,
la personnalité, la date. Parfois, cela peut être les trois conjugués. Quand on assiste à un enseignement du Dalai Lama le jour où il donne le Kala Chakra et que tout ceci se fait à aller vers les montagnes sacrées du Ladakh, c'est évidemment comme une culmination. Mais en fait, nous préparons une expérience. Et pour cela, on va céder, donc, comme je le disais, des lieux. Ça peut être des lieux très connus mondialement, comme on va dire le Machu Picchu au Pérou, la citadelle des Incas, comme des lieux, on va dire, inconnus, mais qui, pour nous, invitent à le contact avec soi et avec l'infini. Donc ça peut être des lieux, ça peut être des personnalités accompagnantes, donc comme toi, Dolores, dont c'est le métier depuis tant d'années d'accompagner au plus près chacun, et cela peut être aussi des personnalités locales que j'ai choisies. Et peut-être que plus tard, on reviendra comment je fais pour rencontrer ces personnalités et engager en contact avec elles et les inviter à monter à accueillir des groupes avec nous. Donc, le deuxième volet, après les lieux, sont donc l'accompagnement humain, les personnalités qui vont, par leur maturité, accompagner le processus de chacun. Et puis, il peut aussi y avoir des synchronicités de dates, si on voyage par exemple au solstice, si par exemple à Bali, il y a des dates qui sont auspicieuses pour certains types de purification, donc on va s'intéresser à ça. Je dirais que la finalité d'un voyage initiatique, c'est de créer un espace où les gens reviennent transformés et qui reviennent, je dirais, plus proches d'eux-mêmes, dans une plus grande harmonie avec eux-mêmes. Ça, c'est mon vœu le plus profond, et c'est vrai que régulièrement, j'entends des personnes qui reviennent d'un voyage et qui me disent « j'ai changé ma vie ». En ayant fait voyager des milliers de gens, je ne vous dirai pas le nombre de mariages, de divorces, de démissions, de réorientation professionnelle qui ont été induits vis-à-vis du voyage. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que souvenons-nous toujours que c'est le participant, le voyageur qui se fait son propre voyage et qui va donner de la puissance, de la résonance aux expériences qu'il va vivre. Là-dessus, je n'ai pas le pouvoir de transformer la vie des gens, j'ai simplement le pouvoir de les mettre dans un contexte qui soit le plus ouvrant possible, à différents niveaux, cœur, corps, esprit, et avec des ressources qui sont des ressources de lieux, de personnalités, de dates. Donc, c'est très intéressant ta question parce que tu as commencé à parler du mot beauté. Et ça, quand j'ai créé mon agence, c'était à une époque où il y avait beaucoup de propositions thérapeutiques qui sont absolument pertinentes, utiles. Moi-même, j'ai fait une quinzaine d'années de thérapie et occasionnellement, je me refais accompagner encore. Ce que j'ai quand même observé, c'est que la thérapie, on va travailler sur l'ombre pour le transformer en lumière. On est dans une transmutation, globalement, je dirais, du négatif en positif. Et quand je faisais tout ce travail-là personnel, parce que j'en avais quand même une dose et il y avait de quoi bosser, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « mais c'est quand même incroyable, quel que soit, je dirais, ce qui m'encombre ou les choses que je vis douloureusement, mais quand même, ce sapin qui est de l'autre côté de ma fenêtre,
mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que je peux aller caresser ses épines et me rapprocher de lui, et puis me délecter qu'il soit comme ça, planté droit comme en I sous ma fenêtre. Je le dis en le regardant en ce moment, parce que j'habite à la campagne, et ce que je voulais dire, c'est que il y a un endroit où la vie est belle. Et c'est ma conviction profonde, quoi qu'il arrive, quoi que l'on vive, il y a un endroit où la vie est magnifiquement belle. Et mon vœu à travers mon projet, c'était d'aller permettre au plus grand nombre de gens d'aller rencontrer le merveilleux, d'aller rencontrer le plus beau pour intégrer le plus beau à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, au lieu de transmuter l'ombre en lumière, on va rencontrer la lumière pour intégrer cette lumière à l'intérieur de nous. Et ça, c'est ce qui m'anime, je dirais, au plus haut point dans ma vie personnelle. Et c'est en cela que, de par mon passé de voyageur, j'ai travaillé pour une grande agence très connue, et du coup, j'ai pu aller dans beaucoup de lieux de cette planète, et je me suis dit, mais bonté divine, mais notre planète est absolument magnifique. Dans tous les pays, on prendrait n'importe quel pays sur la carte au hasard, on irait et on se délecterait de choses merveilleuses que l'on n'a pas chez soi. Et ça me touche profondément. Et je dirais aujourd'hui, voilà, j'ai un peu plus de 50 ans, et je me dis, mais j'ai voulu profiter, et je profite encore des merveilles de notre planète, et en même temps, j'ai cette conviction que je n'en vois qu'une infime partie, parce que la beauté est partout sur notre planète. Et du coup, j'ai voulu faire de cette beauté une expérience de croissance, en support de croissance. Et c'est là où je trouve ça fabuleux, parce que c'est s'imprégner d'énergie considérablement plus vaste dans cette relation avec des personnes, avec des lieux, avec des paysages, avec peut-être des constructions humaines, des temples, voilà, qui font que personnellement, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a transformé ma vie, et que du coup, ça m'a tellement transformé que j'en ai fait mon métier, quoi. Et oui, et quelle belle expérience. Et en t'écoutant, il me venait l'image aussi intuitivement que les anciens, les ancêtres, pour eux, la vie, c'était la relation entre le cosmos, la Terre et toutes les bénédictions qui pouvaient se marier pour unifier. Et le cosmos et la Terre. Et pour moi aussi, je crois que les voyages initiatiques, spirituels permettent cette rencontre. Tu parlais des astres, des planètes, des dates. Bon, alors on peut mettre la date en arrière. Il y a le cosmos qui est là en complice, qui nous guide à mettre une date sur un voyage. Et on ne sait pas tout. Et moi, j'ai une conviction profonde que tout est articulé parfaitement. Et que les astres sont nos amis là-dedans pour nous aider à nous reconnecter à soi, puis utiliser la Terre. Après la pause, tantôt, on va parler justement des sites sacrés, de ces énergies qui les nourrissent, qui peuvent nous aider à transformer. Ce sont je dirais, des soutiens à l'alchimie de soi-même et qui nous apporte les bénédictions dont on a besoin aussi à travers les êtres que l'on croise, mais particulièrement à travers les sites. Et j'ai très hâte de revenir de la pause pour entamer cet échange, Éric, sur ces sites sacrés, ces lieux dans le monde. Et voilà, alors, mon cher Mario, nous partons à la pause dans quelques instants. Et ça te va, gentilhomme Éric? Oui, on parlera du Machu Picchu, on parlera des Dyer's Rock, le rocher des aborigènes, et on parlera des temples balinais et plein de lieux passionnants que je connais.
Bien sûr qu'on va parler de Bali, bien sûr. Alors, nous partons à la pause et nous vous revenons avec le soleil dans le cœur, en direct du cœur, avec mon invité aujourd'hui, Éric Grange. En direct du cœur, le fondateur de l'agence Oasis Voyage en Europe, en France, Éric Grange. Notre thème, c'est voyager pour mieux s'aimer, pour mieux aimer. Et on est totalement dedans, on baigne là-dedans avec Éric ce matin, qui nous partage avec son cœur, son amour, et ça se sent, ça vibre, sa passion pour le travail qu'il a choisi d'accompagner les gens, créer des itinéraires à travers le monde, les aider à se reconnecter à eux, à s'explorer, à transformer vers le meilleur leur vie. Cher Éric, juste avant la pause, j'ai invité nos auditeurs à revenir à l'écoute et j'ai envie qu'on parle justement de ces endroits, de quelques endroits sur notre belle planète qui nous offrent l'opportunité de nous nourrir d'une énergie pour transformer notre conscience, élargir notre champ de conscience, voir plus clair. Moi, j'appelle ça des vortex. Alors, je te laisse et voilà. Allez. On prend l'avion et on va tout de suite sur l'île des dieux qui s'appelle Bali. Et rien que d'en parler, ça me donne des frissons. C'est une île, ça a été le tout premier voyage initiatique que j'ai organisé en 2005. J'ai dû aller là-bas plus d'une quinzaine de fois. C'est ma terre de ressourcement, c'est-à-dire je sais que si ça n'allait pas dans ma vie, eh bien je prendrai un avion et j'irai là-bas. Alors pourquoi Bali, l'île des dieux? Cette île est absolument improbable et complètement atypique, puisque en Indonésie, il y a 17 000 îles, et il n'y en a qu'une qui a sa propre spiritualité différente des autres îles. C'est Bali, qui est une spiritualité empreinte d'hindouisme, de bouddhisme, d'animisme, et puis de tas de principes spirituels qu'ils ont développés eux-mêmes. Ce qui est très particulier à Bali, c'est que tout tourne autour du grand volcan Agung, qui culmine à 3142 mètres d'altitude. C'est le point culminant de l'île. Et ce volcan-là est très important parce que toutes les sources qui sont issues de ce volcan sont des sources sacrées. Donc, tous les temples qui sont sur les contreforts de ce volcan sont les temples les plus sacrés de l'île. Il y a Besaki, qui est le temple le plus haut de l'île, et il y a aussi Tirtha Ganga, où tu vas aller avec ton groupe Dolores, et Tirtha Ganga, c'est le temple de la purification, et chaque fois que je vais à Bali, mes pas m'emmènent tout de suite au début vers Tirtha Ganga. Alors peut-être que vous allez penser que j'ai besoin de me purifier, sûrement que oui, mais c'est vrai que là-bas, il y a donc 13 sources qui se jettent dans des bains sacrés où nous sommes tous revêtus dans sarong, ce que l'on appelle en paréo, vous voyez, en drap blanc que l'on met autour de soi, et on n'a pas de sous-vêtements, on est nu sous ce drap-là, et on plonge
veut dire source, Ganga veut dire Gange, ça veut dire que ça illustre la source sacrée. Et il y a 13 sources. La première, c'est la paix avec les ancêtres. La deuxième, c'est la santé. La troisième, c'est la relation avec les voisins. La quatrième, c'est la vie sentimentale, etc., etc. Et sous chaque source, il y a un mantra que l'on récite. Et je suis absolument fasciné chaque fois que je vais dans ce temple et que j'emmène des participants avec moi, de l'implication de chacun dans ce processus. C'est comme si nous étions pris dans un élan d'énergie ou en courant de pratique, et qu'on se sent balinais, comme les balinais font ça depuis des siècles et des siècles. On trouve naturellement les gestes justes, on s'immerge dans le flot des pèlerins et on fait ces invocations. Et après, on revêtit nos habits de cérémonie et on va dans la partie supérieure du temple où on reçoit les bénédictions du grand prêtre, et peut-être j'y reviendrai là plus tard, mais il y a une chose qui est assez fabuleuse dans ces sites. Le tout premier voyage que j'ai fait, je disais en 2005, j'avais un ami qui était avec moi, qui se prénommait Daniel, et je le revois dans ce voyage à Bali. Je veux rencontrer la femme de ma vie. Sous chaque source, il disait, je veux rencontrer la femme de ma vie, je veux rencontrer la femme de ma vie. Je le charriais parce que je lui disais, avec tout ce que tu as prié, si tu ne la rencontres pas, elle échappe. Et il travaillait dans son grand lycée, et au retour du voyage, il s'est mis à regarder un peu différemment l'une de ses collègues. Et ils sont venus tous les deux, 2 ans après, ils sont retournés à Bali, et j'étais encore à l'époque dans le même voyage que lui, et je le revois sur les sources sacrées, merci, 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 et sa chérie, sa bien-aimée, Martine, ils sont tous les deux des amis, merci, merci, merci. Et ça, c'est l'un des miracles, mais je pourrais en raconter plein d'autres, à quel point dans ce processus, quand on est vraiment sur ces lieux-là, le jour où il le faut, c'est-à-dire le soir de pleine lune, plus exactement, la veille de la pleine lune. Ça, alors là, il faudrait demander aux Balinais pourquoi j'ai jamais tout compris dans la spiritualité balinaise, mais ce soir-là, il faut s'imaginer sous la lumière naturelle de la lune, tous dans les eaux sacrées et à faire ces rituels. Et ça, c'est le tout premier rituel que nous proposons quand nous allons à Bali, c'est-à-dire que les gens sont encore en décalage horaire, ils sont encore en fatigue, mais physiquement, quand on les regarde après ce rituel, ils ont changé, ils sont arrivés, etc. J'en profite pour dire que contre le décalage horaire, il y a 2 remèdes, l'eau et le massage. Pour nos auditeurs, et que les 2 conjugués, ce sont 2 manières rapides qui nous permettent de nous réaligner. Ceci dit, moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai aussi un peu l'impression qu'on peut se construire des effets du décalage horaire, et que pour ma part, j'ai résolu toutes les questions relatives au décalage horaire. J'arrive, s'il fait 10 heures du matin, je me dis, voilà, il fait 10 heures du matin, même si j'ai envie de me coucher, et je me synchronise là-dessus. Et en fait, je n'ai jamais trop de questions ou d'énergie à perdre là-dedans. Mais pour revenir sur les lieux, il y a des lieux comme ça à Bali qui sont assez fascinants. Donc là, je vous ai raconté le tout premier rituel qu'on fait à Tirthankanga. Il y en a d'autres que l'on fait dans notre parcours. Et on termine par Bezaki. Bezaki est à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est le temple le plus haut de l'île, c'est-à-dire le plus sacré pour les Balinais. En fait, c'est un temple où il y a plusieurs temples. C'est-à-dire qu'il doit y avoir peut-être 50, 60 temples qui sont construits sur le contrefort du mont Agung. Et là, après un parcours de purification, d'offrande, c'est le moment où les participants reçoivent
les bénédictions, et j'ai la grâce et le privilège de connaître Pak Mangu, qui est le grand prêtre de tous les temples de Besaki, c'est-à-dire c'est la sommité spirituelle de Bali. Il n'y a personne au-dessus de lui, je dirais, si on pourrait appeler ça la hiérarchie des grands prêtres à Bali. Et notre expérience se termine sur ce lieu le plus haut de l'île, en recevant des mantras, c'est-à-dire avec une labradorite que le grand prêtre porte un collier qui met dans sa main. Il va dessiner en mantra sur la langue des participants ou parfois sur le troisième œil. Et donc j'ai fait des vidéos intéressantes là-dessus. C'est un moment très très fort. Et ce mantra est adapté à la personne, c'est-à-dire une personne qui va dire bon ben voilà, l'une de mes disharmonies dans la vie, c'est voilà, je n'arrive pas à stabiliser une relation avec un ou une bien-aimée. Il va aller sur le troisième œil ou sur la langue, dessiner le mantra approprié à la demande de la personne. Donc c'est assez fabuleux de vivre ça. Il faut s'imaginer qu'on est à Bali, donc il fait 25 degrés, la température est parfaite, on est tous en tenue traditionnelle, il fait beau, les gens sourient de partout, il y a des enfants de partout, même dans les temples, donc c'est très très vivant, hein, ça pétille de vitalité. Il y a quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, parce que à la fois j'y ressens la simplicité de l'humain qui prête attention à soi, de l'humain qui est en humilité avec soi, qui se présente aux divinités tel qu'il est, en sincérité, avec ses potentiels, avec ses ressources, et j'aime beaucoup ça. Et en même temps, de cette simplicité, je sens qu'il y a une telle richesse et un tel don qui nous est donné par ces grands prêtres, mais à travers eux, par les innombrables divinités qui font partie de la cosmogonie balinaise, et qui quelque part viennent nous reconnaître, nous chercher, nous accompagner. Et je parle de ce pays-là avec émotion, parce que depuis maintenant 10 ans que je vais dans ce pays-là, le simple fait, dans les moments où j'en ai besoin, de me connecter au volcan, de me connecter aux sources, ou à mes amis grands prêtres ou guérisseurs, des fois, c'est comme si j'avais l'impression qu'il me transmettait une parole dans mon oreille. Tiens, Eric, et si tu faisais attention à ça, quelque chose de tout à fait irrationnel, et je me dis, ah ben là, j'ai une indication, et je sais dans quelle direction je vais faire le prochain pas de ma vie. Enfin, c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager sur ce site sur ces sites que je connais à Bali. Cette île est assez incroyable, parce qu'il y a 4 fois plus de guérisseurs que de médecins officiels. Ah oui. Eh bien, merci de ce tour, de ce plongeon. J'avais un sentiment de m'y être unie totalement et pleinement, presque comme si j'étais déjà dans ces sources. Et bon, de toute manière, je crois beaucoup, je fais partie de ceux qui croient que la séparation n'est que dans notre tête, dans l'hémisphère gauche, et que dès qu'on se rallie par le cœur à quelque chose, bon, c'est sûr, même si on n'y est jamais allé, il se passe un contact, il se passe une chimie qui nous propulse, qui nous reconnecte. Et tu as fait la démonstration à travers
le récit un peu des espaces du voyage rencontré, vraiment de comment la Terre, ce que j'appelle moi les vortex d'énergie dans certains lieux, viennent nous offrir une énergie de haut niveau pour nous aider à nous transformer, à nous nettoyer, je dirais, de vieux schémas de comportement, de limites de pensée ou qui nous maintiennent dans la souffrance et choisir de faire ces voyages-là sont justement un choix de libérer la souffrance. Et parfois, on aime tellement rester dans le familier, la douleur et la souffrance, le confort de cette souffrance inconsciente, qu'on refuse de partir vers ces lieux qui sont, pour moi, je dirais, des lieux de transmutation, mais c'est comme des hôpitaux de l'âme où on va déposer l'âme l'espace d'un instant et qu'on laisse la beauté simplement s'infiltrer en elle pour lui permettre d'émerger dans la grâce. Et c'est ça pour moi le travail des vortex de lumière qu'on a sur la Terre. Et tout à l'heure, on va parler, j'imagine aussi, de Machu Picchu, ce site extraordinaire que j'ai eu la chance aussi de visiter à quelques reprises. Et un autre genre d'énergie, un autre va travailler. Tu sais, c'est l'appel, l'âme nous appelle en quelque part, puis on a le choix d'y aller ou pas. Mais c'est initiatique parce que c'est l'âme qui nous appelle. C'est la petite voix intérieure qui nous guide. Et toi, tu es l'artiste qui articule tout ça et nous permet, Éric, de voyager, oui, en conscience. Et c'est ce que j'aime de ton agence. C'est ce qui m'a connecté à ton agence avant de me connecter à toi, ou le contraire, parce que je ne te connaissais pas, mais le mot conscience, et pour moi, c'est important parce que ça m'habite énormément dans mes voyages. Et est-ce qu'on reprend l'avion et on repart vers Machu Picchu? Oui, avec plaisir. Donc là, on monte en altitude encore. Le Machu Picchu, c'est ce que l'on dit la citadelle des Incas, étant si faite que quand on est dans le creux de la vallée, on ne voit rien. On voit quantité de montagnes, et c'est pour ça que c'est un lieu qui a été découvert physiquement il y a très très peu d'années, peut-être au siècle passé, parce que on ne savait pas où était cette fameuse cité parmi les milliers de montagnes qu'il y avait. Et nous, alors c'est très intéressant ce que tu disais sur les vortex et la lumière qui accompagne ces vortex, parce que j'ai une expérience particulière à relater. Quand nous allons au Machu Picchu, on y va très très tôt, peut-être 5 heures du matin, pour être vraiment les tout premiers sur le site, c'est-à-dire qu'on arrive sur le site, il fait encore jour. Et nous, avec notre chaman local qui s'appelle Paolo, nous faisons le rituel au soleil. C'est-à-dire, il y a une grotte de cristal, les chamans savent qu'il y a une grotte de cristal dans un endroit du Machu Picchu, c'est-à-dire, pour ceux qui sont allés, quand on rentre au Machu Picchu, tout le monde va vers le haut, mais en fait c'est plutôt vers le bas. À peu près au même niveau, un petit peu en contrebas, il y a un lieu où il y a une grotte de cristal, et c'est de ce lieu-là où se fait la purification au soleil. C'est-à-dire qu'on arrive avant que le soleil soit levé, et en conscience, on attend la caresse des premiers rayons du soleil qui vont tout doucement éclairer le sommet du crâne, les cheveux, puis venir au troisième œil, puis le nez, la bouche, la gorge, et comme ça venir caresser en lumière tous nos chakras, nos centres d'énergie, jusqu'aux pieds. Ce rituel dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Et pour raconter une anecdote qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'une fois, j'accompagnais un groupe au Machu Picchu avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Don Ernesto Ortiz, et qui dispense un enseignement pour moi de très haute qualité sur les mémoires akashiques. Et c'était lui qui co-animait le groupe avec Paolo. Et il a dit, on va faire une méditation très connue, la méditation des 4 directions. Et on l'a fait sur une partie du Machu Picchu qui est très plate.
Et on était tous en blanc, on avait amené une petite sonorisation et on faisait le mouvement de cette méditation qui dure 1 heure. Inutile de dire qu'entre le moment où nous sommes arrivés et la fin de la méditation, il y a peut-être eu 2 heures et demie qui se sont passées, c'est-à-dire que ce que nous appelons les touristes commençaient à débarquer par groupe entier dans le site. Et j'ai vu des gens s'approcher de notre groupe qui, tout en blanc, faisaient leur méditation et s'asseoir, et se mettre à peu près une centaine de mètres, poser l'appareil photo, nous regarder. Et à la fin de la méditation, il y avait peut-être 300 personnes autour de nous, tous en silence, tous avec l'appareil photo posé, et qui étaient là comme si, ce que je lisais dans ces gens, c'est qu'à travers nous, comme s'ils accédaient à un espace de paix, à un espace de beauté. Et c'était tellement respectueux, et c'était tellement beau, et je me suis dit, voilà, ce lieu, ce vortex, Machu Picchu montre sa magie, parce que, bien sûr, il y a un groupe qui est dans une pratique consciente, dans son engagement, mais le groupe, le lieu, fait que ça nous dépasse et que ça va toucher les cœurs des gens qui font leur visite du Machu Picchu ce jour-là, qui viennent de toute la planète, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, etc., qui portent tous un univers tellement unique à l'intérieur d'eux, imprégnés de leur tradition, de leur culture, de leur langage, etc. Mais tous, à un moment donné, ont été en communion, et ce qui fait qu'avec notre groupe, il y a eu des centaines de personnes qui étaient en silence ce jour-là au Machu Picchu. J'en ai même fait discrètement une vidéo qu'on a mis sur la chaîne YouTube d'Oasis, je glisse l'info, parce que ça a été tellement, tellement beau, et je trouve que ça, c'est la matérialisation, je ne sais pas quel mot utiliser, la magie, Dieu, le divin, le vortex, mais c'est vraiment grâce à ces événements-là concrets, visibles, réels, de notre réalité à nous, que l'on sent vraiment la portée initiatique de ces lieux-là. Je ne me lasse jamais d'aller au Machu Picchu, parce que quelque part, j'ai l'impression que je suis plus sur la même planète. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en lasse jamais. C'est un lieu porteur, et j'invite tout le monde à aller là-bas une fois dans sa vie. C'est l'un des plus beaux lieux de la planète. Il y a quelques lieux comme ça pour moi, comme les pyramides, de la Haute-Égypte, de la Basse-Égypte, pardon, autour du Caire, comme l'île de Pâques, qui sont des lieux, même en Polynésie, il y a des lieux d'une beauté incroyable qui fait que, pour le dire un petit peu directement, n'importe qui est touché, quelle que soit son identité, ses intentions, on va dire son karma, sa vie, ses ombres et ses lumières, on ne peut être que touché. Ben, je crois que l'humain, en fait, veut une seule chose, l'amour, et quand ces gens se sont regroupés autour du groupe, c'est simplement cette source d'amour et de paix, et nous aspirons à ceci. C'est une quête que nous cherchons, le bonheur, hein, à l'intérieur, malheureusement trop souvent, d'artifices qui sont à l'extérieur de notre vie. Mais c'est une quête personnelle, et quand on peut sentir et goûter, comme dans des moments comme ça, cet amour et cette paix, mon Dieu, on s'y baigne avec grande joie. Pour moi, c'est la finalité du voyage initiatique, c'est d'aller sur les lieux que l'on dit spirituels, faire les pratiques spirituelles de ce lieu. C'est ton grand cadeau, quoi. Pour moi, c'est des grands cadeaux.
Si tu me permets, oui, si tu me permets, je vais j'appuie parce que au tout début où j'ai commencé à faire des voyages initiatiques, c'était à Chichen Itza et je mettais toujours en doute ce que je ressentais et j'étais une fille de contrôle et avec beaucoup de résistance en moi. C'est ce qui me permet d'accompagner les gens maintenant, à les aider à lâcher prise. Et j'ai fait un rituel comme ça dans le haut de la pyramide de Chichen Itza, alors qu'à cette époque, on pouvait entrer dans le temple. Et j'ai vécu la même chose que toi. Je m'y retrouvais lorsque je t'entendais tout à l'heure. Alors les gens se sont ralliés à nous. C'était beaucoup plus petit parce que l'espace était plus petit, mais un silence merveilleux. Et les gens sont en quête de cette paix, de cet amour. Et sont prêts, quand ils arrivent dans des lieux comme ça, de le rencontrer. Alors, nous sommes un petit peu les lieux même, et nous, les intervenants, à travers, quels que soient nos rôles, nous sommes les porteurs, ceux qui officient en quelque part à aider les gens à se reconnecter avec l'amour et la lumière, et ça fait du bien et ça transforme. Alors, nous sommes déjà rendus, mon cher Éric, à une prochaine pause. L'entrevue avance tellement rapidement. Mais au retour, j'ai envie de reprendre l'avion avec toi et de partir en direction de l'île de Pâques. Ah, avec plaisir. Les Moaïs, les sacrés Moaïs. Oui. Alors, à bientôt, chers auditeurs. Dans quelques minutes, nous sommes de retour avec vous, avec mon invité d'aujourd'hui, Éric Grange de l'agence Oasis Voyage, un globe-trotter au cœur de lumière sur deux pattes dans la matière. C'est très, à très bientôt. Alors, de retour en direct du cœur ce matin avec notre invité soleil, Éric Grange, qui est le directeur fondateur de l'agence Oasis Voyage en France. Et nous discutons, nous échangeons, nous vibrons, je dirais, du cœur à travers les mots. Et aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de voyages qui peuvent nous aider à mieux s'aimer, à aimer. Et pour ça, on utilise la planète, des lieux particuliers de haut niveau vibratoire sur la planète, les traditions qu'on y retrouve aussi, les cultures, tout ça pour nourrir l'âme, puis en s'imprégnant de ces traditions, de ces cultures, avoir accès à plus je dirais plus d'amour encore. Et on a parlé de tout ça, mais on a fait avec Éric jusqu'à date un petit voyage. On est parti à Bali, on a repris l'avion vers Machu Picchu. Et nous quittons maintenant, alors attachez vos ceintures, nous partons pour l'île de Pâques, mon cher Éric. Oui, l'île de Pâques, on appelle ça Rapa Nui. C'est le nom officiel. Hein. Les gens sur place se définissent comme des Rapa Nui. C'est le nom qu'ils aiment se prononcer pour eux-mêmes. Et c'est le point le plus isolé du monde. C'est-à-dire que quand vous êtes au pôle Nord ou au pôle Sud, vous êtes plus près de la civilisation que quand vous êtes à l'île de Pâques, puisque l'île de Pâques, c'est un triangle de 20 km de large, et les voisins sont à 4000 km. Donc vous avez au moins 4000 km d'océan
de tous les côtés. Et sur cette petite île perdue, improbable, qui n'aurait jamais dû exister, il y a une communauté et il y a des moaïs, ces statues dont les yeux de corail regardent le ciel, et il y a des chevaux et des volcans. C'est-à-dire qu'il y a plus de chevaux à l'île de Pâques que d'individus. C'est assez incroyable. Des chevaux sauvages, parce que l'île est tellement petite, de toute façon, on peut ni se perdre, et on retrouve toujours son cheval. Donc, c'est assez incroyable. C'est une île, pour moi, j'aime bien raconter mon histoire avec l'île de Pâques, parce que dans mon travail, ce qui est important, c'est de trouver des passerelles. C'est-à-dire, bien sûr, on peut aller à l'île de Pâques, regarder les moailles, méditer devant, voilà. Mais c'est de trouver des passerelles qui donnent du sens. Et pour trouver ces passerelles, il faut trouver des personnes et des relais. Et quand je n'arrivais pas à monter mon voyage à Rapa Nui depuis la France, ça n'avançait pas, tant et si bien que du coup j'ai décidé de prendre un avion et d'aller là-bas, de comprendre pourquoi, malgré tous les efforts que je faisais depuis l'Occident, je n'arrivais pas à trouver mes interlocuteurs, si ce n'est des agences de voyage, des Chiliens qui vont faire la prétendue magie à l'île de Pâques, etc. Ça ne me convenait pas, il y avait quelque chose qui n'était pas authentique. Et je sais très bien que dans mon travail, les vraies personnes spirituelles ne sont pas forcément des personnes qui se font connaître, et ce sont souvent des personnes qui ont en équilibre dans leur quotidien avec le système qu'il y a autour d'eux, le système humain, familial, le village, la ville, et qui, des fois, n'ont pas de carte de visite. Ce sont des gens que l'on rencontre un peu comme ça, par recommandation. Alors, quand je suis débarqué à l'île de Pâques, le premier contact que j'ai eu était un homme très très gentil, qui était un militaire à la retraite, qui était scientifique jusqu'au bout des ongles, et qui m'a dit, moi, l'irrationnel, j'y comprends rien, et je ne crois que ce que je vois. J'ai dit, ma foi, c'est très très bien. Mais l'avantage, c'est qu'il connaissait tout le monde. Et il a commencé à me dire, ah, mais ça serait bien que tu ailles voir Cathy. Cathy, elle est très très spéciale. Je lui dis, ça m'intéresse, mets-moi en contact avec Cathy. Et du coup, il m'a mis en contact comme ça avec plusieurs personnes. Quand je dis mettre en contact à l'île de Pâques, il faut bien savoir de quoi on parle. À l'île de Pâques, mis à part un petit peu dans le centre du village, il n'y a pas de téléphonie, il n'y a pas de portable. Donc, être en contact avec Cathy, ça veut dire quoi? Pour mon ami, c'était, je vais aller au marché, et puis si je la rencontre pas aujourd'hui, je la rencontrerai demain, et puis si c'est pas demain, c'est après-demain, et puis je finirai bien par connaître quelqu'un qui connaît Cathy, et on va faire circuler l'information qu'il y a un Français qui est arrivé sur l'île et qui fait un repérage de voyage ésotérique, et donc au bout de 5 jours, toute l'île savait qu'il y avait un Français qui était dans tel hôtel et qui venait faire un repérage de voyage ésotérique. Et ce qui fait que j'avais des gens je rentrais de ma journée de repérage avec l'un ou l'autre, et des fois à l'hôtel, dans le salon, qui prenaient le thé avec le propriétaire de l'hôtel, j'avais des gens qui m'attendaient. Il m'a dit, pareil, vous cherchez des gens qui sont en connexion avec les traditions spirituelles de Rapa Nui. Et comme ça, je rencontrais des gens. Mais ce qui est assez fabuleux, c'est que quand je rencontrais ces gens-là, ils ne me disaient quasiment rien. Et j'ai tout de suite compris qu'ils étaient en train de me sonder, quoi, parce qu'il faut imaginer pour eux, quelqu'un qui arrive de l'autre côté du monde pour s'intéresser à leur tradition spirituelle, pas au niveau de l'ordre de la connaissance, mais de l'ordre de l'expérience. Ils voulaient savoir qui j'étais, et du coup, de passer du temps. C'était la seule manière de faire que de passer du temps. Ils m'ont emmené sur des
posé des questions, ils m'ont regardé, etc. Et à la fin de mon circuit de repérage, j'avais rencontré plusieurs personnes, peut-être une dizaine de personnes, qui m'avaient dit certains détails importants. Mais il me manquait quelque chose de... Je sentais que je n'étais pas arrivé... Je vais reprendre mon texte. On a eu une petite coupure technique. C'est vrai que j'étais en train de dire qu'à Rapa Nui, la téléphonie ne passait pas partout. Donc peut-être c'est un petit peu les énergies de Rapa Nui qui viennent nous visiter. En tout cas, ce qui est assez fabuleux à Rapa Nui, c'est qu'il n'y a pas d'onde. C'est-à-dire, et ça se sent physiquement, c'est-à-dire il n'y a pas toutes les ondes qu'on a chez nous, puisque imaginez un petit bout de terre avec 4000 km d'océan tout autour, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas trop encombré par l'électromagnétisme. En tout cas, là-bas, justement, la meilleure téléphonie, c'est de se parler les uns aux autres et de dire, tiens, est-ce que tu sais où est en tel. Et comme je disais, au bout de quelques jours, dans cette petite île de Rapa Nui, tout le monde savait qu'il y avait un Français qui était fait en repérage de voyages ésotériques. Et puis finalement, il y avait des gens qui venaient par curiosité me rencontrer à l'hôtel, et ces personnes-là, le lendemain, le surlendemain, nous partions ensemble sur des grottes, sur des volcans, à l'approche des Moai, dans des lieux soit très connus de l'île, comme le Tangariki, soit des lieux inconnus, parce qu'il y a certains Moai qui ne sont pas référencés sur les cartes, mais qui sont également très très importants. Donc ils m'ont fait découvrir les secrets de Rapa Nui. Et comme ça, j'ai rencontré peut-être 10 à 15 personnes. Et à la fin de mon voyage de repérage, il me manquait quelque chose. C'est-à-dire, je disais, mais bon, j'ai trop peu d'informations. Bien sûr, on m'a emmené sur des lieux. On m'a dit un petit peu quels étaient les rituels qu'il y avait là de façon traditionnelle. Mais j'en sais pas trop finalement. Et donc je vais pour reprendre mon avion. Et là, quand on arrive à l'aéroport de Rapa Nui, qui voilà, c'est tout petit, il faut imaginer, il y avait en papier avec un scotch accroché sur la porte, le vol est retardé de 5 heures. Donc c'est comme ça que ça se passe là-bas. Donc du coup, j'ai eu 5 heures de plus. Et à l'époque, ma conductrice qui m'avait fait qui m'avait emmené qui s'appelle Appa, qui m'avait emmené sur différents lieux de l'île, me dit, il y a quelqu'un, il vient juste
d'arrivée, il était parti au Chili, c'est en Rapa Nui, et il a fait un énorme travail sur les traditions spirituelles. Je dis, bah, alors, on va le rencontrer. Et quand j'ai rencontré cet homme-là sur place, Arturo, il s'appelle, j'ai senti au premier coup d'œil que j'avais enfin l'homme que je voulais, avec qui j'allais pouvoir confier mes groupes. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, on est vraiment tombé dans les bras l'un de l'autre. Et c'est quelqu'un qui a une connaissance et une structuration des rituels Rapa Nui qui est absolument incroyable. Donc, c'est pour dire qu'en fait, j'ai vu, Dolores, tu le sais mieux que moi, lâcher prise, c'est-à-dire, je pars à Rapa Nui, donc faut imaginer, c'est très loin, ça coûte aussi un peu cher, parce que Rapa Nui, c'est pas très bon marché, et je veux trouver des contacts, et c'est au moment où je lâche prise et que je me dis, bon, ben, j'ai pas tout à fait trouvé ce que je suis venu chercher, il va falloir que je revienne une deuxième fois, et clac, à ce moment-là, la transformation se fait et la vie me met en contact avec quelqu'un de très très précieux, en artiste en plus. C'est l'un des hommes qui a par canalisation retrouvé toutes les danses traditionnelles de Rapa Nui. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Donc c'était pour dire que qu'en repérage de voyage initiatique est déjà initiatique. Pour moi, c'est des fois même plus initiatique que quand j'emmène le groupe, parce que je suis dans une situation où il n'y a pas forcément de complaisance, où je suis avec mon intention, mais aussi la vie m'apprend à lâcher prise, c'est-à-dire à être à la fois dans mon côté yang, j'ai une intention de repérage, mais mon côté yin, ce repérage, il va se faire comme il va se faire. Et combien de fois j'ai eu des cadeaux par des rencontres ou pour avoir trouvé des lieux, on va dire par accident, où je me souviens d'un jour, pour dire ça en deux mots, j'étais en repérage au Costa Rica et je roulais depuis des heures et je m'arrête juste pour faire une petite pause et hop, je tombe sur un centre de méditation qui était un centre de méditation d'Osho et je tombe avec des gens qui m'ont donné des tuyaux pas possibles, quoi. Alors j'aurais pu m'arrêter 2 kilomètres avant ou 2 kilomètres après. Et c'est là où dans mon histoire de vie, je me sens profondément accompagné et je me sens plus qu'accompagné, mais accompagné avec tendresse, avec gentillesse, qui font que aujourd'hui, quand je pars comme ça en éclaireur sur un lieu, il y a toujours des inattendus, inespérés, je dirais des petits miracles qui se produisent et c'est juste délicieux pour moi. Je trouve ça absolument fabuleux. Je pourrais en faire un livre tellement j'ai eu des cadeaux de la vie par rapport à ça. Et c'est vrai que l'île de Rapa Nui est une île très particulière, hein. Ça ne ressemble à aucun autre, hein, parce que on est en contact avec cet océan, on est en contact avec ce vent constant, on est en contact avec ces moailles là qui sont plantées vers le ciel, on est en contact avec le mystère. Et les gens sur place ont une relation très puissante avec les moailles. Ils en parlent tous beaucoup, avec beaucoup de conviction. On sait, plusieurs personnes, après avoir créé le lien, pas tout de suite, mais après avoir créé le lien, tiens, sur le Aoua Akivi, donc les 7 moailles, qui sont les seuls 7 moailles qui regardent la mer, il y a une porte interdimensionnelle, et on va méditer là certains soirs. Mais ils me l'ont dit, comment dire,
rapport à moi et les gens qu'ils imaginaient derrière moi, certains de leurs secrets, on peut dire. Et je suis très, très touché par ça parce que je vois qu'avec les années, il y a des voyages qui prennent beaucoup de profondeur parce que il faut bien réaliser que dans beaucoup de pays traditionnels, la spiritualité se marie, le sacré se marie avec le secret. C'est la même racine étymologique. Donc, le secret se révèle à celui qui est prêt à le recevoir. Et c'est assez passionnant dans mon itinéraire de globe-trotteur spirituel de voir comment, des fois, en revenant sur des mêmes lieux des années après, des choses me sont données alors qu'elles ne l'étaient pas à mon premier passage, et parce que je n'étais peut-être pas prêt à cette époque-là à les accueillir. Donc c'est vraiment une voie d'humilité. Et là, je vais retourner pour la 5e fois à l'île de Pâques, là, au mois de mars. Et chaque fois, j'ai accès à une nouvelle dimension de Rapa Nui. Et ça, c'est absolument ravissant, quoi. C'est comme si je rentrais en intimité avec une personne. Je pourrais prendre l'image d'un couple où les deux personnes, au fil des temps, se connaissent. Il n'y a jamais un moment où on connaît l'autre. L'autre garde toujours son mystère. Mais au fil des années, ah tiens, on voit quelque chose de l'autre qu'on n'avait pas vu avant, qui était peut-être sous nos yeux. Et je trouve ça, c'est le processus initiatique par excellence, c'est-à-dire, tiens, il y a un élément à l'extérieur qui, parce qu'il y a un élément à l'intérieur de moi, est en résonance à aujourd'hui, le cadeau que j'ai, le message que j'ai, c'est ça ou c'est ça. Et c'est juste passionnant. Il n'y a pas d'objectif. Je n'ai pas d'objectif de tout savoir, de tout connaître, de mes destinations, parce que c'est tellement savoureux de sentir la pertinence de cette phrase. Il n'y a pas de but, il n'y a que le chemin, mais de le sentir dans ses tripes. Je trouve que le voyage est particulièrement bien adapté pour vraiment sentir que on ne sera jamais au bout, mais que juste le bout, c'est justement ce processus infini qu'on a à l'intérieur de nous et que nous n'avons qu'à être de bons compagnons pour nous-mêmes, comme disait Jacques Salomé, et des compagnons de tendresse pour nous-mêmes, quoi. Mon Dieu, nous approchons déjà de la fin de l'émission qui est touchante et passionnante et je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Éric Grange, pour cette émission. Et j'ose en profiter pour utiliser cette plateforme afin d'inviter les gens. Noël s'en vient, parfois on cherche qu'est-ce qu'on a besoin, comment faire plaisir, comment se faire plaisir. Ben, j'accompagnerai justement en collaboration avec l'agence Oasis Voyage, mon ami Éric, j'accompagnerai à Bali un groupe en avril prochain. Vous pouvez aller sur le site de l'Institut, le www.institutdlplus.com ou encore aussi, bien entendu, sur l'agence oasis-voyage.com, donc le www.oasis-voyage.com. De toute façon, faites Éric Grange dans Google et vous allez arriver à Oasis. Et il y a toute la description du voyage de Bali du 29 avril au 15 de mai, puis il y en a tout plein d'autres aussi. C'est sûr que je prêche pour ma patrie, c'est bien entendu. C'est bien, Dolores, je suis très honoré que tu accompagnes ce groupe. Je suis très, très fier de ce voyage à Bali parce qu'il y a eu déjà peut-être une trentaine de groupes qui sont partis et pour moi, c'est la porte d'entrée et je dirais le chef-d'œuvre du voyage initiatique par excellence. C'est une destination très douce, très confortable, très profonde. Toutes les personnes que vous allez rencontrer sur place sont devenues
mes amis, et ce sont des gens très très profonds et je les aime beaucoup et je suis sûr que vous allez vous régaler. Voilà. En tout cas, c'était un bel honneur pour moi d'avoir partagé un petit peu de ma vie de globe-trotter. Un grand merci à toi, Dolores, et puis à toute l'équipe de Radio Versa Style. Vous faites un boulot magnifique. Je sais le travail que ça demande dans les coulisses, ce que les gens ne voient pas, et vous êtes des acteurs du nouveau monde. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de voyager, parce que peut-être les enfants, parce que peut-être l'argent ou quoi que ce soit, je leur rappelle sans cesse que le plus beau des voyages, c'est celui qu'on fait à l'intérieur de soi-même. Alors, cher Éric, merci. Namasté et au plaisir d'une autre rencontre peut-être, alors qu'on pourra explorer davantage d'autres sites et travailler à cultiver l'expérience de la conscience grâce à tes partages et à ce que tu es tout simplement. Merci, merci aussi aux techniciens, mon Mario Marchand. Merci Mario pour ta belle présence, ta lumière aussi. Et chers auditeurs, je vous souhaite une semaine remplie d'amour, de soleil, en direct du cœur, hein, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit spécial de Noël qu'on va faire à saveur maison. Je ne vous en dis pas plus. Alors, au revoir. Merci Éric et à la prochaine. Merci Mario. À bientôt. Au revoir.